Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 5 février et pour ouvrir le journal du jour, nous allons revenir sur une chose que nous avons déjà évoquée hier, la situation de Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nasser et le petit coup de pression qu'il a mis à la Saudi Pro League. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que finalement, on est dans une journée, dans une semaine de coupe, ça a été le gros des matchs qui ont eu hier. Alors j'en ai regardé quelques-uns, j'ai regardé l'OL face à Laval, j'ai regardé Manchester City face à Newcastle, je vous parlerai de ces deux rencontres, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est relativement tôt dans certains tours, par exemple aujourd'hui pour la Coupe de France, c'est pas forcément les matchs qui me passionnent le plus, c'est pas forcément l'accumulation des rencontres où je me dis oh je vais cocher ça dans mon calendrier, ça va être une dinguerie absolue, je vais m'amuser de ouf. Bon, je vous parlerai quand même de ces deux rencontres qui ont été intéressantes, mais j'aurais pu en caler beaucoup plus, reste que j'ai fait l'impasse sur certains matchs, j'avais pas envie de me priver de sommeil pour ça. On parlera également de dossiers médicaux avec Ter Stegen et de dossiers mercato avec Kurt Zouma. Oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce nom-là. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'est bon, Cristiano Ronaldo ne boude plus, il a repris l'entraînement du côté d'Al Nasser après s'être mis à l'écart pour protester contre le manque de recrutement de son club selon la presse portugaise et la presse française. Il faut savoir qu'en fait Cristiano Ronaldo a tout simplement mis un gigantesque coup de pression au pif, le fonds saoudien, parce qu'il estimait que son équipe ne se renforçait pas assez au cours du mercato estival, du mercato hivernal, du mercato de manière générale. Et il faut quand même se rendre compte à quel point Cristiano Ronaldo est une légende pour pouvoir faire ça. Les joueurs qui signent en Saudi Pro League acceptent généralement à peu près tout et n'importe quoi en termes de conditions, étant donné qu'on leur donne un tel pont d'or que finalement ils voient ça comme l'opportunité financière de leur vie. Alors certes, Cristiano Ronaldo est devenu en quelque sorte l'ambassadeur sportif de l'Arabie Saoudite, mais il est tellement l'ambassadeur qu'il sait qu'il a un poids absolument énorme en termes d'image et le mec peut se permettre de partir au bras de fer avec le fonds saoudien. Alors en l'occurrence, il n'a pas forcément eu gain de cause, mais il faut quand même le dire, c'est une situation qui est absolument anormale au sens littéral du terme. Certains iraient dire que Cristiano Ronaldo est un mauvais joueur, un boudeur, un éternel enfant alors qu'il fête aujourd'hui ses 41 ans. D'autres diraient qu'il a justement une mentalité de champion et qu'au contrairement à certains qui viennent en Saudi Pro League en véritable touriste, eh bien lui il a apporté son esprit de la gagne et là je me permets de donner mon avis, c'est justement de ça dont tu as besoin pour développer un championnat. Alors concrètement, est-ce que les demandes de Cristiano Ronaldo sont compréhensibles? Est-ce que Al Nasser est une équipe si sinistrée que ça en comparaison au reste de la Saudi Pro League? Je commence déjà par rigoler parce que finalement l'équipe de Ronaldo elle a de la gueule, hein. Vous avez évidemment Cristiano Ronaldo, mais il est entouré par Joe Félix, par Sadio Mané, par Coman, par Brozovic, ça va, hein. Alors malgré tout, effectivement tu n'es pas premier du championnat saoudien, c'est Al Hilal qui est devant toi et en plus le club rival vient de se renforcer en recrutant Karim Benzema, ce qui évidemment est un atout sportif de poids. Mais bon, j'ai quand même l'impression que sur ce coup, Cristiano Ronaldo, son obsession pour la victoire qui a fait de lui une légende et le grand joueur qu'il est en train de devenir un poil toxique parce que franchement, on peut pas dire que du côté d'Al Nasser, ça crève la dalle. On tourne en rond du côté de l'Olympique Lyonnais, hein. Ça commence à être ennuyeux, hein. Encore une victoire, maintenant c'est devenu le quotidien, encore un but d'Hendrick, le 5e en autant de matchs. Non mais franchement, ajoutez-moi un peu de frisson, je sais pas, dites-moi que finalement Tolisso il est pas blessé, mais il est absent car il a insulté la daronne de Fonseca, on veut un petit peu de drama. Bon évidemment je plaisante, hein. C'est une période qui est idyllique pour l'Olympique Lyonnais, cette victoire face à Laval 2-0 en coupe te permet d'aller encore plus loin dans la compétition, t'es sur une série victorieuse qui est pas loin d'être historique. À ce rythme, si ça continue, tu vas battre des records du côté de Lyon. Et franchement, ça fait juste plaisir de voir cette équipe. Voici les compos qui étaient alignés. Et je me suis fait une réflexion. 4 mois sans Malik Fofana, c'est fou. Lui qui était le prodige de l'effectif, il ne manque pas du tout. Alors évidemment, c'est peut-être pas la meilleure rencontre pour dire ça. Certes, Hendrick a brillé. On a quand même eu un bon match de Pavel Schultz, je tiens quand même à le dire. Mais sinon, ça n'a pas été le match où tu as été le plus impressionnant offensivement. Mais c'est quand même pour dire que Malik Fofana, quand tu étais en train de te demander cet été qui reste, qui part, finalement Fofana est resté, Mikotadze est parti, tu te disais quand même que sans le jeune joueur belge, t'étais un peu en galère. Et aujourd'hui, on voit que du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a une vie qui existe sans lui. Alors notamment grâce à l'arrivée d'Hendrick au cours de ce mercato hivernal, je disais 5 matchs, 5 buts.
Il a eu un petit souci physique à la fin de rencontre, il va falloir voir comment ça évolue, mais en tout cas c'est un joueur qui est une bénédiction pour les Lyonnais, il éclabousse de son talent tout le football français, et sinon, de manière générale, ça n'a pas quand même été le match le plus éblouissant pour l'Olympique Lyonnais, c'est pour ça que je mettais quelques réserves sur la partie offensive, tu as débloqué la situation qu'en toute fin de match, tu as manqué un peu de réalisme, et surtout tu as dû compter sur un grand Descamps qui a fait un match où il a multiplié les arrêts, et Laval peut rager un petit peu contre ça, mais ça fait partie du football. Les statistiques de la rencontre montrent quand même une possession absolument outrageuse pour les Lyonnais, 73%, et c'est finalement un Olympique Lyonnais que je respecte beaucoup, parce que je le disais en introduction en faisant une blague, Tolisso n'est pas là, et Tolisso c'est quand même un mec qui a porté l'équipe durant tout un moment, donc certes tu sors peut-être pas là au cours des 2 derniers matchs les prestations les plus abouties, mais tu continues à gagner, tu es dans un contexte pas simple. Fonseca s'inquiète un peu pour l'état physique de ses joueurs, c'est vrai que tu commences à tirer sur la corde, mais moi c'est le doute que j'ai autour de l'Olympique Lyonnais, parce que sinon il faut quand même le dire, ça inspire la confiance, ça inspire le respect, et je pense que les Lyonnais sont en train de kiffer. Si vous êtes Lyonnais, vous avez bien raison. City rejoindra donc Arsenal en finale de l'EFL Cup, victoire 3-0 face à Newcastle, tu enfonces le clou pour un match qui avait déjà été en la faveur des Citizens pour le match aller. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va retenir? Les compositions étaient les suivantes: Marmouche qui joue quasiment pas cette saison entre blessure et banc et l'homme du match, un doublé et un danger permanent dans le jeu. Reinders a également confirmé son statut d'excellente recrue comme Ait Nouri, et en face, tes centraux se sont quand même fait régulièrement balader, il faut le dire, ça a été un match où tu as un petit peu souffert de ne pas réussir à contenir les offensives adverses, et Elanga fait une bonne entrée, il est d'ailleurs buteur, mais sinon ça n'a pas non plus été le festival offensif que tu pouvais espérer. Alors vous allez me dire, quid de Ryan Cherki, le français prodige du côté de Manchester City? Il a fait une entrée où il a remplacé un Foden qui lui a été assez décevant, et Cherki a apporté du danger via la passe, c'était vraiment une bonne entrée, faut le souligner, mais c'est pas non plus l'homme du match, faut pas déconner. Sur les statistiques de la rencontre, on a l'impression que c'est plutôt équilibré sur le papier, mais je vais être honnête, 80% du match à mes yeux c'était des temps forts de Manchester City, donc leur qualification ne souffre d'aucune contestation. On va avoir un beau match pour la conclusion de cette coupe. L'enfer qui est actuellement en train de connaître Ter Stegen, il est prêté depuis le 20 janvier à Girona, et là on apprend qu'il est blessé, et attention, c'est pas la petite blessure, on évoque le fait qu'il va avoir besoin de passer par la case opération. La durée d'indisponibilité n'est pas connue, mais généralement quand tu te fais opérer du tendon d'Achille, t'es absent un bon petit moment, donc on se demande même s'il va avoir l'occasion de jouer durant ce prêt. C'est dommage parce que finalement ce prêt c'était un peu la lumière au bout du tunnel, mais dans le bon sens du terme pour Ter Stegen. Il était très fortement relégué en arrière de la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone, il ne jouait pas et il sortait surtout d'une accumulation de blessures qui était stratosphérique, regardez-moi ça. Il y a eu un petit peu de tout, du dos, de la rotule, mais en tout cas une accumulation d'absence qui était vraiment folle. La perspective du mondial désormais s'éloigne pour Ter Stegen vu qu'il va avoir une belle absence, mais surtout je me demande de quoi va être fait l'avenir pour lui, parce qu'il a 33 ans et finalement quand il va revenir au FC Barcelone à la fin de son prêt, il faudra trouver une solution parce qu'il est encore engagé jusqu'en 2028, mais il a plus sa place au sein du club. Est-ce que cet été, quand il aura 34 ans, il réussira à convaincre un autre club de lui donner sa chance avec un prêt? Je pense que ça peut se faire évidemment, mais le déclassement de Ter Stegen, la tournure que prend sa carrière, c'est quand même relativement déprimant pour lui. Je peux que avoir de la peine, c'est une épine dans le pied du FC Barcelone, mais clairement le joueur aurait aimé que ça tourne autrement, j'en doute pas. Est-ce que vous vous souvenez de Kurt Zouma? Oui, forcément, ne serait-ce que pour la triste affaire de maltraitance animale qui date de 2022, eh bien sur le plan sportif, ça tourne pas franchement mieux pour Kurt Zouma. Karma, diraient certains, mais on annonce désormais qu'il va signer en Chine, et c'est pas le genre de signature en Chine où tu te dis que c'est une opportunité financière unique qui s'offre à lui et un chèque qu'il ne peut pas refuser, c'est plutôt qu'il se retrouve dans une galère, qu'il était sans club, et que finalement, la situation pour lui, c'est un petit peu celle d'un joueur en perdition sportive.
sportive. Pourtant, si on regarde la carrière de Kurt Zouma, c'était quand même un joueur qui, du haut de ses 31 ans, n'avait pas vocation à disparaître des radars aussi rapidement. Il a été prêté en Arabie Saoudite, même pas transféré, ce qui est relativement rare parce que la Saudi Pro League aime bien les transferts secs, et il n'a pas été gardé suite à ce prêt à cause de soucis médicaux. Et justement, ces soucis médicaux semblent le poursuivre un petit peu parce que du côté de West Ham, c'est ça qui l'avait un peu écarté. Il avait pas mal d'alertes physiques, même s'il jouait, c'était un joueur qui était analysé comme étant en déclin et finalement un risque là-dessus, un risque d'autant plus gros que c'était un très très gros salaire du club. En plus, le club a eu pas mal de changements sur le banc, en interne, c'était une volonté de renouveler l'effectif. Kurt Zouma en a fait les frais. Après ce prêt du côté de la Saudi Pro League, il a été du côté de la Roumanie où il a rompu son contrat étant donné qu'il n'était pas payé, et donc désormais c'est la Chine. C'est quand même une triste fin de carrière pour un joueur de 31 ans. Quand tu es défenseur central à 31 ans, normalement t'as encore de belles années devant toi, t'es presque même censé être au prime de ta carrière. Ici on est très très loin de ça. Donc voilà, j'espère pour lui que ça se passera bien en Chine. Compliqué tout ça, hein. Terminé pour le journal du jour. Hier il n'y avait pas de teasing, aujourd'hui il y a un teasing. C'est l'heure du bilan. C'est un bilan que j'ai régulièrement évoqué dans le journal TMF. On va parler d'un joueur qui ne cesse de faire la une des médias pour rien, pour brasser de l'air. Et du coup, je me suis posé un petit peu la question, est-ce qu'il faut en parler? Mais là, j'ai l'impression que c'est le bon timing pour en parler parce que les choses se dessinent dans le sens d'une clôture de cet éternel espoir déçu. Alors, de qui je vais parler? Attention, si je dis éternel espoir déçu, c'est pas parce que je parle d'un espoir dans le sens un jeune joueur, mais plutôt d'un comeback qui finalement est un espoir déçu. Je pense que rien qu'avec le terme comeback, si vous n'aviez pas deviné avant, vous avez deviné maintenant. Rendez-vous aux alentours de 17h, on va tirer un trait, je pense, définitif sur cette histoire. Allez, passez une bonne journée, salut.